À un moment ou à un autre de notre existence, nous sommes confrontés à la mort d'un proche. C'est dans l'ordre naturel des choses. Mais confrontés à ces situations douloureuses, chacun réagit en fonction de sa sensibilité, de sa fragilité, et l'intensité de ce stress est d'autant plus important que le lien qui liait l'éploré à la personne décédée était fort. Mais comment faire pour s'en sortir? Est-ce possible d'y arriver complètement? Existe-t-il une panacée pour vite finir avec cet état? Question. Et pour nous aider à y obtenir quelques éléments de réponse, nous avons invité pour vous, chers amis téléspectateurs, notre spécialiste psychologue, Monsieur William Dessougoin. Monsieur Dessougoin, bonjour. Bonjour Madame Christelle. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la bonne gestion, de comment bien gérer le stress lié à la perte d'un être cher. Dites-nous, quand ça arrive, comment est-ce que ça se passe? Déjà, c'est un événement que personne ne souhaite. Personne ne souhaite. Et quand on s'attache à quelqu'un, on voudrait qu'il demeure à vie, même si la vie cette terre n'est pas éternelle. Chacun fait son devoir sur cette terre, après il s'en va. Souvent, quand quelqu'un décède, c'est tout à l'heure vous l'avez dit, c'est tout un moment de stress. Un, de deux, c'est un moment de difficulté que l'on traverse. Et si on ne sait pas, je dis souvent, si on ne sait pas se tenir au fait dans les bonnes positions, pour ne pas dire, si on n'a pas les meilleures âmes pour s'en sortir, on finit par s'écouler, ce qui parfois amène la dépression et autres. D'accord. Alors, il y a plusieurs conditions de disparition d'êtres chers. Il y a des moments où les personnes tombent malades pendant un long moment avant de finalement partir. Et dans d'autres cas, ils partent de façon subite. Est-ce que la façon dont on perd un être cher impacte la façon dont on ressent cette perte-là? Vous savez, tout à l'heure, nous l'avons dit, quelle que soit la vie de l'homme, même si c'est une personne malade qui décède un de ces jours, on finit toujours par dire, mais bon, cette personne-là, pourquoi elle est partie? Mais notons simplement que quand quelqu'un part dans une maladie brusque, au fait, c'est la douleur parfois n'est pas généralisée de façon intense chez tout le monde. Parce qu'un élément qu'on prend issu d'une famille, et quand un élément décède, ne pas dire une personne décède dans une famille, si peut-être la personne a 7 enfants, tous ces 7 enfants-là vivront des émotions différentes. Parce que quoi? Peut-être compte tenu de l'attachement que chaque personne ou chaque enfant avec ce dernier, il va développer peut-être une émotion plus forte, ou d'autres moins fortes, ou d'autres simplement ne sentiront rien. Parce que quoi? Le lien n'est pas assez fort. Et certaines personnes, quand peut-être c'est un peu brusque, comme la maladie, vous l'avez dit, si c'est une mort peut-être subite, il n'a rien, on se réveille un matin, on le voit couché là, on finit par se dire, mais qu'est-ce qu'il a eu? Parfois on dit, ce n'est pas vrai, je viens de le voir, il était là tout à l'heure et autres. Tout cela, c'est un mélange, où on ne pourra pas dire, au fait, coup sur coup, quelle est l'intensité du moins que chacun peut porter, histoire quand même de se défaire de ce deuil, peut-être un moment après. Donc ça arrive, ça dépend du lien que cette personne décédée a avec peut-être les tierces personnes qui l'entourent. D'accord. Alors, comment est-ce que ça se déroule, hein? Quelles sont les phases par lesquelles les personnes qui restent vivantes et qui assistent à cette perte-là, par quelle phase ils passent? Quand on parle de phases, en fait, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, peut-être, nous allons parler juste de 5 que nous traversons habituellement. Mais je notifie toujours que ces 5-là, ce n'est pas de façon standard que quand quelqu'un décède dans une famille, tout le monde est censé traverser ces 5 étapes-là au fait de façon continue. Non. Mais on peut ne pas le ressentir vis-à-vis d'une personne, mais vis-à-vis d'autres personnes qui peut-être, par rapport auxquelles on a été réellement attaché. Oui, voilà. Le mot attaché est important quand on parle du décès de quelqu'un. Parce que c'est compte tenu au fait du lien, de l'attachement qu'on a vis-à-vis de la personne décédée, qu'on développe au fait un certain type de comportement. Maintenant, parlons de phase. Le tout premier, souvent, en fait, c'est le déni. Le déni, au fait, que nous disons souvent, c'est, tout à l'heure, nous l'avons dit, chacun se dit, ce n'est pas vrai. Je viens de le voir. On ne croit pas encore que ce dernier qu'on vient de voir, ou peut-être qu'on a aimé, ou qu'on continue d'aimer, au fait, avec qui peut-être on a fait des projets, puissent partir comme ça. Donc, on n'y croit pas. Et parfois, peut-être lors des enterrements, on voit souvent des personnes qui ne pleurent pas. Ils sont là, insensibles, au fait, parce qu'ils ne savent pas. Ils se disent, mais il est toujours présent dans mon cœur, au fait, donc
Donc, quel que soit ce que vous faites comme rituel, moi je dis, il est là, présent. Donc, c'est le déni, en fait. On n'arrive pas à croire réellement, on se dit, ce n'est pas vrai. La deuxième phase, en réalité, c'est la phase de la colère. Tout à l'heure, vous l'avez dit, compte tenu de l'événement qui a précédé peut-être le décès de la personne, soit c'est une mort subite, on l'a vu tout à l'heure, il n'avait rien, le décédé, ou peut-être c'est la maladie. Souvent, la colère, elle apparaît parfois de l'injustice. On se dit que si telle personne avait pris soin de ce dernier, il ne serait pas peut-être mort. Ou peut-être si c'est une mort par accident, on se dit qu'en réalité, si ce dernier, au fait, qui vient d'accidenter, la personne défunte, au fait, s'il avait peut-être plus fait attention, la colère, au fait, n'est pas d'abord intérieure, mais c'est une colère extérieure vis-à-vis de toutes les personnes qui ont entouré peut-être le décès et qui ont eu une main en griffe, qu'une main, peut-être si c'est à l'hôpital, ou si peut-être on sait qu'il s'est battu, ou c'est un accident, on se dit telle personne qui était là, ou qui a provoqué, c'est la personne là qui est coupable de l'événement. Donc on est en colère. Ça c'est extérieur. Parfois on est en colère après soi-même parce qu'on se dit qu'est-ce qui s'est passé au fait, ce dernier il peut pas me faire ça au fait. Comment il va partir, il peut pas me faire ça. Donc du coup il y a cette colère là des deux côtés qui est dirigée vers les autres et qui parfois est dirigée vers soi. Troisième phase, c'est la phase parfois on dit la phase du marchandage. On se dit souvent, en fait, si j'avais fait ci, vous n'êtes pas sans savoir que peut-être si telle personne décède, on se dit, mais si j'étais là plus tôt, il n'allait pas mourir. Si j'étais là, si j'avais fait ci, si j'avais... C'est pas de la culpabilité? Voilà, en fait, c'est une forme de culpabilité, en fait. Parce que du moment où on n'est pas encore réaliste sur l'événement du fait qu'il est décédé, ou qu'on a un lien, en fait, bien solide avec ce dernier, on commence par voir. Peut-être si c'est un parent, ou bien c'est ton père, c'est ta mère, ou si c'est ton conjoint ou ta conjointe, on commence par dire, mais si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, si j'avais fait ci. Donc, il y a une multitude, au fait, de pensées qui nous animent, histoire quand même de nous dire, tu pouvais faire quelque chose pour qu'il soit là. Donc, du coup, il y a cette partie. Quand on traverse cette partie, il y a la petite partie de la tristesse qu'on parle souvent de la dépression. La dépression, dans ce sens, c'est que du moment où la personne est décédée, qu'il y a un lien bien solide entre nous, je dis souvent, les personnes qui sont encore en vie commencent peut-être pas à être tristes. Peut-être, tout à l'heure on l'a dit, compte tenu de l'attachement, chacun développe une émotion plus forte ou moins forte. Oui. Donc déjà, il y a un certain tristesse qui anime, on est motivé à rien, on veut rien faire, on se réveille le matin, peut-être on ne sait pas ce qu'il faut faire sans objectif. Parfois, on a le manque d'appétit, on a goût à rien. C'est le mot, on a goût à rien. On est triste, on a goût à rien, on veut rien faire. C'est comme si une partie de soi était décédée avec voilà. Ce sont les mots, au fait, qu'on entend souvent. C'est une partie de moi qui est parti, je ne sais pas comment je pourrais vivre sans lui. Donc, du coup, on s'enferme dans ce cocon-là de tristesse. Mais cette période-là est capitale parce que souvent on dit, faut vite faire le deuil. Nous sommes dans une société où tout est en progression, on veut tout faire en même temps, en une journée ou en une semaine. On se dit, mais parfois, la façon de te parler, c'est tout comme si tu n'as pas vite oublié ça, c'est quoi? Tu n'as rien d'autre à faire? Alors on commence déjà à parler de l'impact de l'environnement. Oui, au fait, l'impact de l'environnement, peut-être tout à l'heure, nous allons revenir si vous le voulez bien. Oui. Mais donc, au niveau de la dépression, la tristesse et autres peut être accompagnée par les personnes qui sont autour à travers les bonnes pensées, notre affinité à le soulager, à lui dire, au fait, peut-être, à nous mettre simplement à sa disposition pour que toutes les fois où peut-être une tristesse, où elle aura besoin de quelque chose, la personne, bien sûr, a besoin de quelque chose, on puisse l'aider, au fait, à s'en sortir. La toute dernière phase que nous nommons souvent l'acceptation, c'est quand on réalise, parce que quand quelqu'un décède, au fait, après le déni, la colère, le marchandage, la dépression, pour ne pas dire la tristesse et autres, il y a l'acceptation. On finit par réaliser que véritablement ce monsieur-là ou cette dame-là, ou peut-être cette chair-là est partie. Donc du coup, je dois quand même revenir à la réalité. Parce que tout ce qu'on disait, déni et autres, c'est qu'on est dans ses pensées, on est dans un passé au fait qu'on a vécu et qu'on ne voudrait pas s'en détacher. Les souvenirs qui voilà, les souvenirs. Donc du coup, au niveau de l'acceptation, on réalise que je dois vivre. Et la seule phrase qui motive davantage, on dit, mais pourtant, je dois quand même vivre pour lui. Oui. Je ne vais pas quand même rester dans le deuil pendant toute ma vie.
il faudrait que je fasse un pas pour m'en sortir. Donc au niveau de l'attestation et de l'acceptation du moins, on fait juste un pas. On réalise que la vie elle est belle, il faut s'en réjouir pour faire plaisir à l'être qui est décédé. Donc il n'y a que ces 5 phases-là. Mais notons simplement que ces 5 phases-là, c'est inhérent à notre vie. Il faudrait quand même que nous puissions souffrir pour qu'à un moment donné, nous puissions réaliser que ce monsieur, cette dame, cette personne qui est partie nous est véritablement chère. Alors la personne qui est partie, qui nous est chère, cette disparition n'est pas une fatalité. Et dans la gestion de ces émotions qu'on ressent après la perte d'un être cher, comment est-ce que on peut facilement s'en sortir? Pour certaines personnes, on constate que même après 1 an, 2 ans, 3 ans, ils continuent de vivre l'absence de cette personne à laquelle ils étaient réellement attachés. Mais pour d'autres, déjà après 6 mois, ça commence à s'atténuer tout doucement. Qu'est-ce qui se passe côté émotion pour que ces personnes-là arrivent très vite à passer à autre chose? Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé des émotions qui sont moins fortes chez certains et plus fortes chez d'autres. Oui. En fait, dans ce processus psychologique qui se déroule dans le mental de l'être, pour ne pas être des individus qui ont perdu au fait un être cher. Ce qui se passe, c'est simplement, quand l'homme décède, on voit simplement ce qu'il y a de bien autour de soi. On voit ce qu'il y a mauvais, tout ce qui nous a liés, et souvent, on s'accapare beaucoup plus de ces événements-là qu'on a envie de vivre avec l'autre. Parce que toute personne qui décède, c'est tout un projet de vie qui a été réalisé avant qu'il décède. Peut-être que l'autre était utile en quelque chose de précis. On se dit, s'il n'est plus là, comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir dans tel domaine, ainsi de suite. Ça peut être difficile à gérer. Oui, au fait, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on parle de perte, au fait. Parce que quand on paie quelque chose, souvent on dit, quand on paie quelque chose, pour mieux, au fait, la retrouver, c'est d'oublier, pas oublier dans le sens, au fait, d'effacer, au fait, de sa mémoire, au fait, tout ce qui s'est passé, mais quand même de se dire, il faudrait que je tourne la page. Faudrait que je tourne la page. Donc, sur toutes les personnes qui entourent, au fait, une personne décédée, il a simplement, au fait, un processus. L'impact, d'abord, c'est de comprendre que l'être qui est parti doit pouvoir en fait laisser place à une vie meilleure que moi, je suis censé honorer et restaurer si je peux. Quand bien même sur un projet, je me dis simplement qu'il faudrait que je réalise ce projet pour le bien de l'être qui est parti, parce que comme ça, il pourra être fier de moi, il pourra quand même m'accompagner. Parce que l'être qui est décédé, c'est seulement, en fait, nous disons en griffe, c'est seulement la chair, le corps, en fait, qui est juste enterré. Mais derrière, en fait, si nous avons une foi, nous croyons simplement que là où il demeurait, il n'est plus là, mais partout où nous sommes, il est avec nous. Donc, en réalité, je ne pense pas si j'ai répondu à votre question, mais la vie qui est autour, au fait, de la personne qui est décédée, pour ne pas dire du mort, il y a simplement un processus que nous devons faire. Souvent, vous savez, quand ça se passe, quand c'est peut-être une personne, une conjointe ou bien un mari et autre, la personne s'enferme. Tout à l'heure, on l'a dit, c'est un processus continu et on ne peut pas s'en détacher. Tout à l'heure, vous disiez, parfois pour certaines personnes, c'est 6 mois. Pour d'autres, c'est 1 an. Pour d'autres, ça fera 3 ans. En réalité, d'autres traînent ce processus pendant 10 ans. C'est le lien, c'est l'attachement qu'on a pour la personne qui est partie, qui demeure dans notre cœur. Certes, l'émotion qui est vivante, pour ne pas dire très très douloureuse au départ, au fil du temps, s'atténue petitement. C'est quand ça commence pas, je dis souvent, désorienter mes objectifs, ça commence par, je dis, handicaper mes journées du point de vue à ce que tout ce que je dois établir, je commence non seulement à les reléguer au second rang, ou carrément je dis, demain je vais faire, on commence par développer une certaine pathologie. C'est en cela que c'est mauvais. Mais quand on vit simplement, on va restaurer sa vie en allant vivre ses activités comme il le faut, en ayant en mémoire tout ce que je dois faire pour honorer la mémoire de celui qui est parti, alors là, s'il n'y a rien de problématique, on dit que simplement on est dans le processus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de temps pour qu'on puisse dire la personne qui est endeuillée doit se détacher de ce lien-là. Il n'y a pas de temps. C'est un processus qui vaut compte tenu de l'émotion, de lien, de l'attachement qu'on a vis-à-vis de la personne qui est partie.
parti. D'accord. Alors, dans le cas où ça devient une pathologie, où la personne procrastine constamment et n'arrive plus à faire autre chose que de penser à cette personne-là, la disparition de cet être cher, en tant que psychologue, hein, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut forcément que cette personne-là consulte ou bien avec l'aide de son environnement, de sa famille immédiate, cette personne peut arriver à s'en sortir? Il y a les deux étapes. Il y a le tout premier qui est l'environnement. Tout à l'heure, en démarrant, on a parlé de l'environnement qui doit être agréable. Oui. Il faut un peu beaucoup plus de positivité autour de la personne. Quand on dit souvent de la personne, c'est qu'on cible un élément qui n'arrive pas à s'en sortir. Oui. Et on a beaucoup plus besoin en fait, d'accompagner cet élément, pour ne pas dire la famille, pour que ces derniers en fait, puissent s'en sortir. Maintenant, parlant de tout ce qu'il faut faire, le tout premier, c'est tout à l'heure l'environnement. La deuxième chose, souvent, il faudrait que nous évitions les endroits qui nous rappellent trop de souvenirs douloureux. Parce que la seule question que nous devons nous poser dans un processus où nous sommes endeuillés, c'est d'abord de nous demander quelles sont les multiples situations bénéfiques que nous avons vécues avec l'être qui est parti. Là, ça nous permet au fait de nous détacher de tout ce qui est douleur, mais de regarder le bien qui a été produit et d'en prendre pour nous. Et comme souvenir, toutes les fois où je vais penser à ce dernier, je m'en rappelle, je souris, je continue mon chemin. Ça veut dire simplement que je commence déjà pas à me détacher au fait de cette souffrance-là qui émane au fait du décès de l'être aimé. Deuxième chose, pour ne pas dire bon, troisième chose, c'est que nous devons apprendre au fait à nous faire plaisir. Parce que qu'on le veuille ou non, il faudrait que nous puissions reprendre notre esprit en main et continuer notre chemin. Pour certains, peut-être, c'est de reprendre peut-être le marché, si entre-temps, c'est une vendeuse au marché ou autre, elle a des activités, c'est de reprendre, ou carrément, peut-être, pour d'autres, c'est de faire les boutiques de voyager, au fait, ou de créer des loisirs propres à soi. Chacun définit, parce que tout ce que nous disons, ce n'est pas d'abord le spécialiste qui dit fais ci, fais ça, mais la solution, pour ne pas dire les outils qui peuvent aider la personne en difficulté est au fond d'elle-même. Et elle le sait bien. C'est parce que parfois, on manque de moyens de pouvoir se donner, voilà, à ce processus-là qu'on va voir un spécialiste. Donc, du coup, déjà, chacun le fait. Souvent, on parle au fait de tout ce qu'il y a comme photos et autres, les habits. Oui. Qu'est-ce qu'on doit en faire? En fait, souvent, on dit le plus tôt, fait plutôt le fait de faire le plus de ramassage, dégager la chambre, découper ci, réaménager tout. Le faire plus tôt, c'est parfois thérapeutique. Non, pas thérapeutique, c'est suicidaire. C'est un danger. Si peut-être je commence à ramasser tout ce qui concerne peut-être quelqu'un, je mets tout au dehors, je finis peut-être un jour pas dire ah non, tel élément j'aimais bien, c'est moi qui l'ai acheté. Pourquoi j'avais donné? Je rentre dans un regret. Et un regret, ça veut dire qu'une douleur veut s'ajouter à l'ancienne douleur et tu réactives au fait ce traumatisme-là que tu es en train de rejeter. Donc ce qui est souvent préconisé, aussi. Oui voilà, ce qui est souvent préconisé, c'est qu'on doit pouvoir laisser le temps de digérer. C'est comme un repas qu'on prend. On ne digère pas en même temps. Donc, ça doit traverser, ça doit faire le processus au fait de la bouche jusqu'à l'estomac, passer le temps de l'assimilation jusqu'à ce que ça sorte ou ça donne tous les nutriments au corps. Donc, dans ce processus, on se donne simplement et on joue avec le temps. On se dit peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, tel aspect peut-être qu'il a laissé, je vais réaménager un peu pour voir. Dans 3 mois, je ferai si je vais voir. Donc, nous avons besoin en réalité de temps. Qu'on ne force pas les personnes qui sont peut-être endeuillées, pour ne pas dire, qui ressentent certaines souffrances après le décès de quelqu'un. Certes, ils ont besoin de notre accompagnement, pas de notre pression pour dire sors. Parce que s'il peut-être y a une pression qui le pousse à sortir du jargon, la difficulté c'est quoi? Des mois après, peut-être à la vue d'une photo et autres, il y aura réactivation au fait de ce processus psychologique et la personne risque encore de s'effondrer plus qu'il n'en était au départ. Alors, on continue notre discussion et quand on parle de disparition d'un proche ou d'une personne qui nous est chère, il y a plusieurs formats quand on parle des orphelins. Je vais aller dans le cadre des orphelins. Quand soi-même, on n'a pas connu ses parents. Il y a 2 cas. Il y a le cas où on est avec ses parents, on perd les 2 parents au même moment, où on avait perdu un, et puis le deuxième disparaît, ou dans un cas où on n'a pas du tout connu ses parents et les parents sont partis quand on était plus jeune. Comment est-ce que cette perte-là
qui est quand même une perte, une disparition d'être cher se vit? Vous savez, il y a deux étapes. Le tout premier processus dont nous avons parlé, c'est la verbalisation. D'accord. Quand quelqu'un, peut-être, tu es tout petit et puis tes parents sont décédés, c'est qu'on ne te jette pas à la rue. Tu vis dans une famille, peut-être dans une tente où on te met en placement. Quand même, tu vis chez des personnes. Oui. Et ces personnes vont t'élever comme si c'était leur enfant. Et c'est en grandissant peut-être, si entre-temps, on se dit il est un peu mûr ou elle est un peu mûre, on pourra te dire, ah, tes parents sont pas vivants. Hein. Et là, tu réalises que ceux qui m'ont élevé peut-être avec amour ne sont peut-être pas mes vrais parents. Vous voyez, là, le premier aspect là, c'est que l'enfant souffre de l'intérieur. Tout comme si en réalité, les propres parents, pour ne pas dire mes propres parents, m'ont rejeté dès ma naissance. Et pour s'en détacher de ce sentiment-là, de cette pensée qui l'a animé au moment où on lui a raconté, en fait, c'est que les parents doivent rassurer le plus petit pour lui dire non, lui expliquer, c'est pourquoi j'ai parlé de la verbalisation, lui expliquer sur pourquoi tes parents à un moment t'es donné, en fait, sont partis sans pour autant rester pour t'élever. Et en même temps, lui proposer son soutien et son accompagnement jusqu'à ce qu'il puisse devenir grand demain et honorer la mémoire de ses parents. C'est parce que souvent on ne se sent pas soutenu et aimé que les réactivations émotionnelles du départ, que peut-être on a déjà lié avec la maman dès la naissance et que brusquement est partie sans pour autant qu'on ne comprenne rien, c'est quand il n'y a pas un accompagnement, un suivi, un amour qui nous protège au fait contre les difficultés ou qui nous oriente, on en manque au fait. Qu'on tombe au fait dans les différentes difficultés émotionnelles, pour ne pas les différentes pathologies qu'on voit. Donc ce sera plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas eu de substitut parental ou qui a été ballotté d'oncle en oncle ou de tante en tante ou qui n'a pas du tout reçu le soutien de sa famille. Oui, au fait, il aura beaucoup plus de difficultés. Mais la difficulté majeure qu'il aura, en fait, c'est une question de carence affective, parce qu'il n'aura l'amour de personne. Ce qui veut dire que cet enfant, en fait, passera sa vie à être un peu dur envers lui-même. Parce qu'il va vouloir tout, il sera un perfectionniste, il va vouloir tout comme ça, réglo, oubliant qu'en réalité, c'est les pertes, au fait, qu'il a enregistrées depuis son enfance, qu'il voudrait régler avec son comportement. Oubliant cela. Maintenant, l'autre revers, c'est que balloter de gauche et de droite, c'est que cet enfant, on fait de lui, si on n'en prend pas soin, un vicieux de la société. Parce que quoi, du moment où je n'ai personne pour me soutenir et que on en rencontre en fait quand on va dans les milieux fermés où il y a les enfants en situation difficile, où les enfants grandissent là simplement sans même, parfois tu leur demandes, ils connaissent même pas leur mère ni leur père, ils connaissent simplement peut-être une tante qui les a élevés, mais à un moment donné, les a renvoyés de la maison. Donc ces enfants vivent ces difficultés du moins de façon très très douloureuse et si ils n'ont personne pour les accompagner, pour leur montrer le vrai visage de la vie, qui est peut-être je me sens aimé et je me sens accompagné pour que demain soit radieux pour moi, ils finissent toujours par devenir au fait des cas sociaux. Ce que nous enregistrons beaucoup aujourd'hui. Donc il y a ces deux cas. Mais l'essentiel, ce qu'on aurait voulu, c'est que quand un enfant est orphelin, et qu'il grandisse, qu'à un moment donné de la vie, on puisse quand même le lui faire. En fait, on met des mots sur sa situation, lui expliquer pour que toutes les fois où il aura des difficultés d'expression, il va quand même s'en rappeler. Parce que sa mémoire, en réalité, a vécu de traumatismes que lui-même ne comprend pas. Si on ne l'amène pas à mettre des mots sur ces traumatismes-là, il risque au fait de grandir en se disant qu'en réalité, il a été frustré. Mais pourquoi il ne sait pas? Donc, il va faire vivre à tous ceux qui sont autour de lui toutes ces frustrations sans pour autant comprendre qu'il est en train de faire mal. Mais c'est pour lui, je suis en train de vivre ma vie comme il le faut. C'est pour ça qu'il est important qu'on fasse un peu attention à tous ces enfants-là, orphelins. Personne ne l'a souhaité, mais quand ça arrive, qu'on puisse se donner un peu de temps pour ces enfants, parce que quoi, quand il ne le fait pas, ce dernier peut devenir peut-être, comme nous avons le dit dans notre jargon, ça peut devenir au fait le clou qui viendra te piquer ou détruire ta vie. D'accord. Alors, dans le cas de ceux qui, déjà adultes, ont quand même connu leurs parents d'une manière ou d'une autre avant de les perdre, est-ce que leur processus rejoint ce dont on a parlé au début? Oui, au fait, c'est beaucoup plus à ce niveau-là, parce que quand c'est enfant, il suffit juste qu'on lui en parle. Parfois, quand on est tout petit, tu as même 3 mois ou 5 mois et tes parents décèdent,
on est censé te raconter. Parce que la mémoire de l'enfant a déjà retenu que l'être aimé est parti. Oui. Quand on lui met pas les mots, l'enfant risque peut-être de commencer à développer une dépression en étant déjà tout petit. Ouais, donc quand on est grand, les phases sont les mêmes que ce qu'on a cité tout à l'heure, le déni, la colère, tout à l'heure je l'ai dit aussi. On peut passer peut-être du déni à l'acceptation parce qu'on a eu peut-être des personnes qui nous ont bien soutenus, qui nous ont compris, qui nous ont accompagnés. Ou carrément, soi-même, on a eu à faire des expériences de vie qui nous permettent de croire qu'en réalité, l'être qui est là, qui est parti, au fait, pour que demain soit meilleur, je dois quand même me prendre en charge pour lui faire plaisir. Mais en même temps, il y a d'autres pour honorer la mémoire de ces personnes. Oui. Ils plantent peut-être, comme nous devons le dire, ils plantent des arbres, en fait, des petites histoires de dire, en souvenir de telle personne, j'ai fait ci. Ou vous allez voir peut-être des structures de la place qui portent le nom des défunts. Pas pour dire que j'ai toujours en mémoire ces moments douloureux, mais toutes les fois que je vois ces structures, je pense à tout ce que peut-être ma mère a été pour moi, mon père a été pour moi, j'honore sa mémoire. D'accord. Alors nous sommes déjà en train de finir le temps qui nous est donné sur Osons Vivre, quelques minutes. Alors un dernier mot pour conclure votre entretien de ce jour pour les téléspectateurs qui nous suivent et qui sont dans le cas dont on parle. En réalité, le deuil, c'est inhérent à notre vie. Souffrir, c'est une étape essentielle pour que nous puissions grandir. Parce que qu'on le veuille ou non, la nature a programmé des situations pour que nous puissions nous former et aller de l'avant. Pour toi qui peut-être vis des situations difficiles actuellement, prends en compte que la vie n'est pas encore finie. Que tout ce que tu auras à faire, c'est de faire un pas en avant, de te décider que ma vie doit être meilleure. Et j'aime souvent dire cette phrase, nous devons nous répéter que je me libère de cette émotion-là qui me permet de me sous-estimer. Et je me dis que j'ai bien sûr le droit de vivre quelque chose de plus beau. Et j'accepte de l'accomplir pour ma vie. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est les paroles positives que nous allons répéter chaque jour, chaque moment qui fera de notre vie de nouvelles options qui permettent à tous ceux qui nous entourent de se réjouir. À demain et merci beaucoup d'être toujours avec nous sur Osons Vivre. C'est moi.